C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Clément Tequi, qui est co-founder de Ternoa, qui est co-founder de Time Guardian, CEO de Capsule Core Labs. Comment ça va, Clément? Écoute, très bien, merci. Et toi, Jean, en pleine forme, ravi d'être là également, ravi de pouvoir échanger sur de nombreux sujets au cours de la prochaine heure. Ça va être vraiment cool parce que ça faisait un petit moment qu'on essayait de t'avoir. On sait que tu es quelqu'un qui est très pris, beaucoup de temps dans tous les sens parce que tu as beaucoup de projets. Donc, merci vraiment de nous accorder ce temps. On sait que ton temps est très précieux. Donc, merci pour ça. Clément, pour commencer, moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir un petit peu si tu peux nous parler de ton parcours et comment tu as fondé ou confondé toutes ces entreprises. Tu es tombé directement dans l'écosystème blockchain, tu as démarré ailleurs et après, tu t'es retrouvé ici. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, disons que c'est long. Donc moi, à l'origine, j'ai une formation plutôt en économie et finance. J'ai fait donc le SCP, qui est une école de commerce à Paris, avec une spécialisation finance, économie monétaire. Et en parallèle de ça, j'ai fait un master en mathématiques appliquées à l'économie et la finance à la Sorbonne. Donc c'est vrai que ce sont toujours, enfin, l'économie et la finance, la compréhension des systèmes monétaires, du système bancaire aussi, ont toujours été des questions qui m'ont passionné pendant mes études. Si bien que, en fait, mon premier stage professionnel, je l'avais effectué à la Banque de France, Waouh! sur un stage en recherche en économétrie. Et j'ai également été beaucoup exposé, on va dire, à la presse et aux écrits libertariens de type l'école autrichienne de Hayek, Contrepoint notamment aussi, une presse que je lisais beaucoup à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est donc pendant mon stage à la Banque de France en 2013, comme je commençais à lire pas mal de presse et d'articles d'économistes monétaires, j'ai pu en fait voir apparaître des articles sur le Bitcoin, Mmh. mais plutôt sous l'angle économie monétaire, et qui était un petit peu dans le prolongement de toutes les théories de la concurrence des monnaies de Hayek, etc. Donc il y a pas mal de liens qui existaient avec cette couche libertarienne qui était quand même très forte au début au niveau du Bitcoin. Donc c'est dans ce contexte, en 2013, que j'ai commencé à entendre parler du Bitcoin, à essayer de comprendre ce que c'était et à le mettre en parallèle de moi, mes connaissances en économie monétaire, économétrie, etc. Ensuite, j'ai commencé ma carrière définitivement en 2015 chez Accuracy, qui est un cabinet de conseil en finance. Donc, je me suis très tôt spécialisé dans le domaine bancaire. Donc, j'ai accompagné pas mal de grandes banques dans leur pilotage financier à travers l'implémentation de stress tests. Et en fait, dès 2017, vu que je sentais que les cryptoactifs étaient en train de grandir, et c'était quand même un sujet qui m'intéressait intellectuellement, j'ai décidé en fait de lancer au sein du cabinet Accuracy, avec deux autres personnes, donc Martin de la Chiesa et François Yo, la practice blockchain, donc le nom qui était utilisé à l'époque. Et donc notamment, une des premières choses qu'on se dit pour pouvoir lancer cette offre et pour pouvoir avoir un accès au marché, c'était d'écrire un livre, le livre Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur, qui était un des premiers livres en français qui traitait en fait du fonctionnement de la blockchain, du Bitcoin, d'Ethereum, etc. Alors les NFT n'existaient même pas à l'époque, la DeFi non plus, donc voilà, on était au balbutiement de tout cet écosystème qui a été florissant au cours des dernières années, mais voilà, dans lequel on a essayé d'apporter un éclairage on va dire, économique, analyse économique et monétaire notamment, pour comprendre comment cela fonctionne, quelles sont les théories qu'il y a derrière, comment, par exemple, quel est le modèle économique du minage, du point de vue du mineur, par exemple, quel est le modèle microéconomique, quel est le modèle macroéconomique de la monnaie, de quelle masse monétaire on parle, quel rôle joue une monnaie dans une économie, voilà, un petit peu toutes ces questions, et essayer de les mettre au regard de ces nouvelles monnaies, puisqu'en fait, ce qu'il faut se dire, hein, c'est qu'en 2000, depuis la création du Bitcoin et jusqu'à 2017-2018, on parlait essentiellement de crypto-monnaies
Et le cas d'usage qui était mis en exergue était vraiment le fait de l'usage monétaire, le fait qu'on ait des monnaies étatiques, facilitant les échanges pair à pair, internationaux, etc. Donc c'était vraiment ça, en fait, la presse, la manière dont on pouvait le comprendre. Et c'est vrai que, encore une fois, comme je le disais, aujourd'hui, bon, les cas d'usage se sont énormément développés autour de maintenant ce qu'on appelle, donc, même le vocabulaire. À l'époque, on parlait plutôt de blockchain, crypto-monnaie. Maintenant, on parle aujourd'hui plutôt de Web3 et de crypto-actifs, qui sont plus englobants. Et on se rend compte que dans le monde, il y a plus de 10 000 tokens qui sont listés. Et il est évident que les 10 000 tokens qui sont listés sur CoinGecko n'ont pas du tout tous une vocation monétaire. Et Ternois, donc le token qui a été lancé et adossé à la blockchain Ternois, voilà, moi, j'ai pas vocation et je n'ai pas pour ambition de dire que c'est une monnaie qui va remplacer l'ensemble des monnaies, qui va faire concurrence avec des monnaies étatiques existantes, là où la question peut, par exemple, peut-être se poser sur le Bitcoin et l'Ether aujourd'hui. Mais en tout cas, ou très clairement pour l'USDT, où là, il y a quand même un rôle monétaire qui est très assumé, mais un rôle monétaire où on est payé sur la valeur du dollar. Donc payé, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'on va en permanence essayer de matcher la valeur du dollar par rapport aux autres valeurs de monnaie. Finalement, c'est juste, est-ce que c'est vraiment une vraie concurrence des monnaies à partir du moment où on vient s'accrocher à la valeur dollar? Il y a un débat à avoir. Le support technologique est un peu différent. Mais en fait, voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu rentrer dedans. En plus, c'était quand même assez intéressant en 2016, 2017, parce qu'il y avait en fait les ICO, qui étaient quand même quelque chose d'assez nouveau, Initial Coin Offering. C'est vrai que moi qui viens du monde de la finance traditionnelle, c'était aussi passionnant parce que j'ai été formé à comprendre ce que c'est une IPO, donc c'est-à-dire une introduction en bourse, Initial Public Offering, le moment où les entreprises vont aller coter les actions et chacun peut investir sur les marchés. Et donc, on voyait quand même certaines similitudes entre les ICO et les IPO, et on comprenait aussi les grandes différences où les IPO, ça va être la performance de l'action va être basée sur la performance financière de l'entreprise et sur le versement en nom de dividendes, par exemple, aux actionnaires. Là où sur les ICO, en fait, on a une valeur de token qui est complètement décorrélée de la performance financière de l'entreprise. Et donc, c'est ça aussi qui était intéressant, qui crée des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de réfléchir aussi la distribution. C'est pas du tout les mêmes cycles aussi. En général, une IPO, ça arrive sur un cycle très tardif d'entreprise, après des séries A, des séries B, après avoir levé plusieurs centaines de millions. Là où c'est vrai que une ICO, en général, c'est très early stage. Donc, finalement, c'était une sorte de démocratisation de l'investissement venture à du retail à travers l'ICO. Donc ça, c'était très 2016-2017. Et donc, intellectuellement, c'était très intéressant de comprendre ces nouveaux moyens de financement pour les entreprises un peu à la fois communautaires, nouveaux, etc. Ok, putain, c'est impressionnant parce que tu es vraiment là depuis bientôt 10 ans. On voit que tu as suivi toute l'évolution. C'est dingue. Non, mais Et j'ai c'est pas dingue. encore des rides, tu vois. Ah bah, tant mieux. Il n'y a pas encore les cheveux blancs non plus du stress et tout. Donc, tant Un peu mieux. de barbe blanche, si tu observes, mais bon, bref. Ah, Et donc, mais voilà. impressionnant. Et 2017, le livre et tout ce que tu as fait, ouais, c'est impressionnant. On va revenir de toute façon Non, bien sûr, point par point là-dessus. Et Mais ensuite, incroyable. comme j'étais, comme l'écosystème donc blockchain à l'époque était quand même assez petit en 2017, il y avait quelques personnes qui sont toujours là aujourd'hui, comme Bilal, comme Claire, Bilal Lalami, Claire Balva par exemple. Mhm. Bon, on se connaissait tous forcément. Et donc moi j'ai eu l'opportunité de rencontrer donc Michael Canu, donc pareil, Mhm. qui est un entrepreneur, lui plutôt basé dans le sud-ouest, et Martin Oliviero, également un entrepreneur basé dans le sud-ouest, sachant que moi j'étais basé à Paris, qui voulait lancer une startup, qui voulait lancer le projet Ternois, donc cette blockchain qui permet de stocker et transmettre des actifs sur le temps long avec tout aussi les fonctionnalités d'une blockchain généraliste, mais là, je parlais des points spécifiques. Et donc, moi, vu que j'avais aussi cette volonté de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc finalement, ça, c'est encore un autre chose. Enfin, il y a le fait d'aller dans l'écosystème Web3 et le fait de vouloir être entrepreneur. Voilà, donc c'était une intersection de choses qui allaient bien au moment de la vie, au moment de ma vie où ils m'ont rencontré. J'avais pas encore d'enfant, je venais de me marier, donc je me dis, bon, bah, ça peut être sympa de tester un peu une aventure entrepreneuriale.
Et on s'est lancé là-dedans. Et donc, ça fait aujourd'hui plus de 4 ans que le projet a pu avancer. On a connu plein de phases très différentes. On a pu lever des fonds. On a pu faire d'abord une ICO. Donc, c'était vraiment hyper excitant de lancer un token, d'être listé sur les marchés. En tant qu'entrepreneur, on a l'impression, voilà, c'est complètement fou de vivre ça. Et ensuite, de pouvoir faire des levées de fonds en equity avec des gros investisseurs, pouvoir développer les premiers use cases, pouvoir développer la technologie. Voilà, enfin, ça donne l'impression que c'est un très long chemin aujourd'hui après 4 ans. Et, Ouais. et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions de marché, l'écosystème Web3 paraît quand même un peu plus en difficulté. Et nous, on le ressent très clairement au niveau de l'entreprise, des carnets de commandes qui ont quand même diminué et du cours du token qui a eu du mal à se maintenir aujourd'hui. Alors, le problème, c'est que et c'est toute la difficulté de ces tokens, c'est-à-dire que bon, on est toujours concentré sur l'instant présent, où est-ce qu'on en est, etc. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, si on regarde de manière générale le marché Web3 des altcoins, on voit quand même il y a une tendance baissière qui a été importante depuis plusieurs mois. Et on n'a pas encore vu aujourd'hui de véritable reprise de ce marché d'altcoin, même si le marché a été, on a pu voir sur certains projets vraiment blue chip comme Bitcoin, Ether, il peut y avoir des soubresauts qui sont essentiellement portés, me semble-t-il, par les annonces d'ETF et Ouais. l'injection massive de capital dans ces actifs-là. Mais à la différence des autres cycles, on n'a pas vu finalement d'effet cascade de ces investissements, c'est-à-dire des bitcoiners qui prennent des gains, qui vont l'investir dans des altcoins, etc., etc. Mais donc non, on n'a pas vu cette circularité de l'argent. Donc c'est un cycle qui est totalement nouveau, plutôt intéressant, mais pas forcément facile pour les entrepreneurs. Ouais, c'est clair. Parce que pour toi, on est dans un début de cycle haussier, c'est ça? Moi, je ne sais pas du tout où on est. Si on a un début de cycle haussier, un cycle long, aujourd'hui, on est Ouais, sur des c'est formes compliqué de se projeter, hein. Moi, j'ai aucune idée de là où on est. J'ai pas de boule de cristal. Sinon, je serais déjà très riche. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'instant présent, les valeurs des altcoins, notamment françaises, sont très basses, Ouais. que ce soit en market cap et en prix de token, que les volumes sont très bas et qu'il y a quand même un désintérêt global de la part du retail pour ce type d'investissement. Ok. Bah, super. Clair. Bah, écoute, bravo Alors, encore une fois. super, je sais pas, mais Ouais, c'est comme ça. super. Ce que tu dis, c'est super clair. C'était ça le mot Ok. complet. Non, c'est super clair. On voit que tu as une façon de vulgariser. Tu prends le temps de bien expliquer les choses. Tu utilises des mots simples et on sait que c'est pas tout le temps le cas dans l'écosystème. Donc, c'est pour ça que je disais super clair. Ouais, Et on mais voit aussi que tu ouais. as une grosse expérience, hein. Ouais, alors si je peux me permettre aussi, justement, cette complexification de vocabulaire du Web3 et de cet écosystème, Ça freine. c'est pas que ça freine, c'est que parfois, j'ai envie de dire presque c'est volontaire parce qu'en fait, ça permet de mettre une distance entre les sachants et les non-sachants. Et en fait, et donc les non-sachants se disent, oh là là, ça a l'air d'être très compliqué, j'ai envie d'avoir accès à ce savoir un peu quasiment ésotérique. Et donc, j'ai l'impression que parfois, les acteurs du Web3 se complaisent dans utiliser des mots compliqués, le petit vocabulaire. Il y a des zero knowledge proof, des layer 2 qui permettent d'accélérer les transactions. Enfin, on peut vite perdre un auditoire euh, en Ouais, utilisant des mots compliqués, mais que en général, la totalement. plupart des influenceurs ou des gens qui les utilisent n'ont aucune idée de ce que ça signifie concrètement et d'un point de vue technique. Et c'est simplement pour apporter un petit vernis intellectuel à un discours, alors qu'en fait, c'est vide de sens derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'observe de manière assez importante de cet écosystème. Si on devait faire une critique, en tout cas, de notre écosystème, c'est ça. C'est des gens qui se complaisent à utiliser des mots compliqués, qui maîtrisent jamais, ou alors à moitié, juste pour pouvoir se donner un vernis intellectuel. Et ça permet tout bêtement parfois de briller en société ou des choses comme ça. C'est facile. Ouais, c'est sûr. Bah, en utilisant trois mots compliqués, on peut vite passer pour quelqu'un d'intelligent. Voilà. Et en fait, c'est C'est beaucoup sûr. plus compliqué d'expliquer des choses sans mots compliqués. Et quand on leur dit, bah, c'est quoi ce mot compliqué? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est trop compliqué, je t'expliquerai plus tard. Voilà. On connaît tous ces personnes. Toi, tu es donc CEO de Capsule Corp Labs. Mm. Moi, j'ai une petite question. Quelle est votre vision et votre mission derrière l'entreprise? Alors, la mission et la vision a beaucoup évolué. Initialement, je dirais que le but de Capsule Corp Labs, c'était de pouvoir intégrer
et développer des applications sur l'écosystème ternois. Donc en fait, si on résume, donc Ternois, on a créé donc une infrastructure de réseau. T'es encore là ou allô, allô. Oui, je suis là, Ah non, Clément. Je suis non, pardon. Pas de souci. J'ai vu l'écran où j'étais tout seul, je sais pas. Donc en fait, on a pu développer donc une infrastructure réseau de type blockchain. Et donc si je devais prendre une analogie, c'est un petit peu comme si on a développé AWS ou un serveur cloud. Et le but de cette infrastructure, si on veut qu'elle ait une valeur économique, comme toute infrastructure informatique ou même physique, une autoroute par exemple, il faut qu'il y ait un usage, il faut qu'il y ait des gens qui viennent l'utiliser, il faut qu'il y ait des gens qui trouvent un intérêt. Quand je dis des gens, c'est des entreprises qui développent des solutions pour qu'en fait, à la fin des fins, un retail, un utilisateur final puisse l'utiliser. Et donc, le but de Capsule Corp Lab, c'était de se dire comment derrière, on va faire en sorte de créer des cas d'usage sur cette infrastructure pour lui donner de la valeur économique. Donc, c'était ça l'ADN historique de Capsule Corp Labs. Donc, une fois qu'on a dit ça, il s'agit de définir en tant qu'entrepreneur à qui on va s'adresser, qui sont les acteurs économiques qui vont être qui vont avoir le plus de possibilités et la volonté de développer des applications sur Ternois. Donc, on a identifié deux typologies d'acteurs, donc des grandes entreprises, donc les grands comptes, qu'on a, donc ça va être les entreprises qu'on connaît, du CAC 40 par exemple, des grandes banques, des Carrefour, des acteurs de l'entertainment, du jeu vidéo, on y reviendra par la suite, qui pouvaient avoir un intérêt à essayer de réaliser des cas d'usage, de développer des applicatifs sur Ternois, et des startups donc qui se lancent et qui vont nativement construire des produits sur une blockchain. Donc ce qu'on appelle vulgairement dans le secteur des DApps pour les startups, c'est-à-dire des decentralized applications, donc tout simplement des applications qui viennent se construire sur des infrastructures décentralisées que sont les blockchains. Donc on avait un petit peu cette dualité qu'on devait adresser, à la fois, donc comme je le répète, des grandes entreprises et des startups, ce qui demande en fait des compétences et une organisation spécifique. Pourquoi ? Parce que pour la partie grand compte, je dirais que pour pouvoir, c'est en général, c'est des grandes organisations avec des organigrammes importants, des centres de décision où peut-être que la personne à qui on parle, elle n'a pas de budget, ou alors elle doit parler à une autre personne pour aller valider un budget pour développer un projet. Donc il faut être certain de bien environner l'organigramme, d'être certain qu'il y a un besoin, une volonté d'y aller. Donc on a travaillé avec avec des entreprises comme Wonderbox, donc peut-être que vous connaissez les cartes cadeaux, vous savez, que vous trouvez. Donc on a pu travailler sur identifier des cas d'usage. On a pu travailler avec des acteurs comme Editis. Donc c'est une grande maison d'édition qui se posait des questions sur est-ce qu'il n'y aurait pas des formats e-book qu'on pourrait faire de manière tokenisée sur la blockchain. On a pu travailler avec la Caisse des dépôts et de conciliation, donc qui est une grande banque française, qui est plus qu'une banque. C'est une banque un peu unique, qui a un statut public, puisqu'en fait, sa gouvernance dépend de l'Assemblée nationale. Donc voilà, on a pu travailler avec Stellantis aussi. Donc voilà, on a pu essayer de réaliser des workshops. Après, la difficulté dans les grands groupes, c'est que certes, on arrive à faire des workshops, donc c'est-à-dire des ateliers de travail. On va réunir un responsable d'innovation et on va essayer d'expliquer ce qu'est la blockchain, parce qu'en fait, en général, en plus, la difficulté dans les grands groupes, c'est qu'on n'a pas forcément des personnes en face de nous qui connaissent et maîtrisent la technologie. Donc, on doit expliquer ce que c'est la blockchain, les caractéristiques technologiques, en quoi c'est différent des autres technologies, quels sont les cas d'usage qui peuvent être intéressants pour les faire. Donc, déjà, il y a tout ce travail qui est assez long de convaincre, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, et c'est ce que j'ai aperçu, c'est que la technologie blockchain est quelque chose d'assez clivant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être qui vont dire ça révolutionne tout, c'est l'avenir, il n'y a que ça, etc. Bon, c'est peut-être un peu moins vrai en ce moment, mais en tout cas, en période de bull market, il y a quand même des gens qui sont très convaincus qu'il y a une valeur révolutionnaire intrinsèque extrêmement importante, en plus avec des écoles de pensée entre les bitcoins maximalistes, etc. Et d'autres personnes qui vont être très réfractaires, qui disent non, c'est une arnaque, ça favorise le blanchiment d'argent, etc. Donc quand on arrive dans des grands groupes, on n'a pas forcément en face de soi des libertariens, développeurs, Ether, convaincus de la chose, mais plutôt des gens en costume cravate qui assimilent ça au blanchiment. Donc il faut faire quand même un travail d'éducation assez important pour ensuite identifier des cas d'usage qui peuvent être développés, qui sont en valeur. Et en fait, la difficulté qu'on a eue, c'est
faire valider des budgets, parce qu'en général, c'est au niveau des COMEX, pour pouvoir déployer des cas d'usage à grande échelle sur des infrastructures. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, on a quasiment jamais réussi à passer ce step-là de la phase d'idéation à la phase de construction, parce que, voilà, pour donner une ordre d'idée, un budget pour faire de l'idéation, c'est entre 50 000 et 90 000 euros. Donc, dans les grandes entreprises, ça se fait plutôt bien. Un budget pour faire une phase de développement, c'est plutôt 400, 500 000. Donc, ça demande des processus de validation beaucoup plus importants. Et tout de suite, c'est quoi le retour sur investissement? Et le problème aujourd'hui dans le monde du Web3, c'est qu'il n'y a pas de cas d'usage corporate, quelles que soient les industries, qui ont montré des retours sur investissement importants et qui justifient des investissements. À la différence, par exemple, de l'intelligence artificielle, où on se dit la perception qu'on peut avoir de la valeur ajoutée d'aller faire en sorte que tous mes collaborateurs aient ChatGPT et augmentent la capacité de travail de 15%. Ça, c'est quasiment immédiat. Le retour sur investissement, en tout cas dans la tête d'un chef d'entreprise. Là où sur le Web3, on va faire des NFT. Peut-être ça va... Alors, il y a les Bored Ape qui se sont vendus, mais c'est quand même assez spécifique. Est-ce que j'ai envie d'attacher aussi ma marque à un truc où il y a énormément de spéculation? Pas forcément. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'est pas spécifique à Capsule Corp Lab. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agences Web3 qui ont essayé de développer des cas d'usage et il n'y en a quasiment aucun qui est passé à l'échelle. Et même Jean, moi je vais te dire une question, c'est est-ce que tu utilises une fois dans ta vie du Web3 qui vient d'une grande marque? Allez, à part Artefact et Nike, de temps en temps, tu peux recevoir un t-shirt avec un truc Artefact. Non, pour l'instant, très peu, on le sait. C'est Voilà. le début et c'est ça qui fait aussi la potentielle hype, parce qu'on se dit que c'est le début et que ça peut grossir fort. Bien sûr, mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des grands comptes, c'est clairement pas une priorité de développer le blockchain, le Web3. C'est plutôt, ça l'était il y a 2 ans, au moment de la hype des NFT, etc. On a senti quand même qu'il y avait cette volonté d'y aller, une vraie volonté, mais il y a toujours eu ce petit frein pour débloquer les gros budgets derrière. Ensuite, donc ça c'est sur la partie grand compte. Sur la deuxième activité, donc startup. Donc là, finalement, c'est entre guillemets plus simple parce que, a priori, une startup qui se lance nativement dans le Web3, il n'y a pas besoin de la convaincre des avantages, il sait ce qu'il fait, etc. Donc ça, c'est plus fort. Mais l'inconvénient, c'est qu'en général, les startups, il y a assez peu d'argent. Donc, compliqué de trouver un modèle économique où, en fait, les startups ne peuvent pas trop payer. Donc voilà, donc, on les accompagne à travers des activités de Venture Studio. Donc là, aujourd'hui, par exemple, ça fonctionne hyper bien avec un projet là qui va sortir, qui est porté par Andrea Albrizio. Donc le projet s'appelle Aren't Real. En gros, en traduction française, ceci n'est pas réel. Et c'est, je pense, peut-être le projet de start-up le plus prometteur en France dans le Web3. Waouh, ok. Parce que, en fait, il est porté... parce que le Web3 n'est pas pricé dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une couche invisible. Donc, le projet, c'est... Andrea, c'est quelqu'un qui vient du domaine de la mode, donc qui a un parcours assez exceptionnel en tant que créateur de mode, puisque il est sorti de major de l'Institut français de la mode à peine 20 ans. Il a pu faire des défilés à New York, en Chine, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment considéré dans le domaine de la création artistique et de la mode comme une figure montante et quelqu'un qui a énormément d'avenir. Il a déjà fait la couverture de Vogue, etc. Donc vraiment, voilà, quelqu'un qui va aller très loin, je l'espère, dans le milieu artistique et de la création. Et qui a une passion pour les jeux vidéo et le Web3, donc qui a lancé le projet Aren't Real, qui est une collection de vêtements, dans lequel en fait on va pouvoir ajouter des filtres, donc par exemple Snapchat, TikTok, où il y aura en fait une augmentation, une sorte de réalité augmentée, où on aura des ailes qui peuvent apparaître sur nos vêtements, et donc en fait à chaque vêtement est attaché une aile, ou des add-ons qu'on peut voir apparaître sur les réseaux sociaux, et derrière il y aura un leaderboard qui permet aussi de faire des actions, etc., de pouvoir montrer. Donc c'est un projet qui est hyper intéressant, qui mixe mode physique, mode digital, réseaux sociaux, gaming, Web3, puisqu'après, en fait, à terme, toutes les ailes seront des NFT, etc. Donc voilà, donc c'est un projet méga ambitieux, avec déjà une forte traction et qui répond. Enfin,
Et en fait, c'est pas vendre un NFT hyper spéculatif, c'est vendre un vêtement avec un usage supplémentaire. Donc c'est ça qui est intéressant pour moi. Ce qui, selon moi, fait un projet les plus prometteurs en français dans le Web3 au niveau startup. Et c'est la folie. Et c'est un projet donc français. Ils sont basés dans quel coin? Ils sont à Paris. Boger, basé Wow. français à Paris. Andrea Albrizio, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Il a un compte Insta, etc. Trop cool. Donc voilà, donc ça typiquement c'est un des projets qu'on accompagne dans le Venture Studio, auquel je crois beaucoup et on travaille avec lui depuis 1 an et la solution devrait sortir en septembre. Donc j'espère pour lui, je touche du bois, qu'il y aura un sold out sur sa collection, ce qui montrerait. Et aujourd'hui des sold out dans les conditions de marché actuelles pour des gens qui vendent des produits au Web3, j'en vois pas beaucoup si tu veux. C'est pas facile. Hein. Non, mais on est d'accord. Waouh. Ah, c'est fou parce que là c'est pareil. Là tu sors un projet qui est, moi personnellement, j'en avais encore jamais entendu parler. Alors, Est-ce qu'ils ont déjà fait un peu de marketing autour ou c'est encore en fait, il y a énormément de marketing, mais Ouais. Andrea, à juste titre, refuse de faire du marketing spécifique Web3. Donc, il ne parle pas des influenceurs Web3, il ne parle pas des communautés Web3 parce qu'ils disent ils sont chiants, il y a beaucoup de gens des haters, des gens qui râlent, c'est ultra spéculatif. Lui, il veut s'adresser à du retail qui ne veut pas entendre parler de Web3. Donc moi, il m'a dit, je veux pas parler Web3. Parce qu'en fait, une fois, j'ai parlé NFT dans une de mes vidéos, j'ai reçu plein de messages, attends, tu vas faire des NFT, c'est spéculatif, j'en veux pas, etc. Donc lui, en fait, il veut invisibiliser la partie Web3 et donc il communique pas comme un projet Web3. C'est ça qui est intéressant pour moi. Ouais, Mais à c'est la fin smart. des fins, ce sera ces ailes, ce seront des actifs numériques qui seront inscrits sur la blockchain Terre Noire. Donc, tu vois, ça reste quand même un projet Web3, mais ça ne reprend pas les codes du Web3 on sort un jeu vidéo avec une carte et la carte, elle va faire fois 150 milliards en rendement dans les 2 prochaines années. On dirait c'est quand même bizarre d'un point de vue économique. J'ai rarement vu ça. C'est peut-être marché une fois. Alors après, on se dit, bon, on va faire ça pour le tennis, le MMA, etc. Est-ce que tout ça va fonctionner? Je ne sais pas. Tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Bah, c'est assez smart de penser comme ça. Nous, on a quelqu'un dans le podcast qui était venu, qui avait dit les projets qui vont marcher, c'est tous ceux qui utilisent une grosse cuisine qui est le Web3, mais qui a encore une vitrine qui est Web2, ce qui permet en fait que les gens ne se rendent pas compte de toute la technologie qu'il y a derrière, potentiellement la spéculation et ce genre de choses, et qui voient directement une vitrine Web2 et qui trouvent directement les intérêts et la compréhension. C'est un petit peu ce qui est mis en place sur ce projet et ce qui va moi, à mon avis, va lui permettre d'exploser. En tout cas, force à toi et à toute l'équipe qui travaille autour de ce projet. Donc, tu disais que ça, c'est sur la blockchain Terre-Noire. Et justement, donc, pourquoi avoir choisi la blockchain Terre-Noire? Bon, moi, j'ai un petit peu mon idée. Et quels sont les avantages, justement, d'avoir utilisé cette blockchain? En fait, je dirais que c'est la proximité business. Tu vois. Yes, ok. Parce que, en fait, tu sais, est-ce que technologiquement, Terre-Noire est vraiment au-dessus de Solana et Ethereum? J'aurais du mal à te dire oui, tu vois, par rapport aux centaines de millions de développements qui ont été investis sur cette infrastructure et aux dizaines de milliers de développeurs qui travaillent en permanence, ça serait un peu ambitieux de dire ça. En revanche, une chose est sûre, c'est que technologiquement, on a quand même des spécificités comme la possibilité de créer des actifs numériques, de pouvoir les cacher, de pouvoir des contenus secrets qui sont quand même assez intéressants. Et derrière, on apporte un support, comme je t'expliquais, à travers Capsule Corp Labs, à des entrepreneurs comme ça, qui est quand même intéressant. Tu vois, Andrea, moi, je travaille avec lui, je l'accompagne, je fais un peu des séances de coaching. Aussi, on a été, et ça c'est une chose importante, les premiers à investir dans sa solution. Donc on a mis un Wow, ticket de ok, 50 000 bravo. euros parce qu'on croyait dans sa solution. Et donc ça c'est aussi une manière d'attirer des projets, c'est à travers des programmes de grant, donc des Ouais, investissements en token dans lesquels on dit on croit tellement en toi qu'on va investir, on prend une partie de ton capital et comme ça on est lié capitalistiquement ensemble et on a une aventure commune. Donc voilà, donc génial. c'est surtout tu sais, à la fin, le business, c'est surtout de l'humain, ce qu'on s'est bien entendu, ce qu'il y a un fit, ce qu'on s'apporte de la valeur de manière réciproque. Ouais, les Donc synergies. et des synergies, voilà, c'est surtout ça qui va faire que un projet comme Andrea a pu choisir le blockchain Terre Noire. Waouh. Félicitations, en plus, tu as été early investor là-dedans. Donc, félicitations à toi parce que ça montre encore une fois que tu as cette vision, bon, déjà grâce à ton expérience, mais aussi tu es quand même visionnaire parce que être dans l'écosystème de la blockchain depuis aussi longtemps, c'est forcément qu'on a été visionnaire à un moment, au-delà du fait qu'on ait voulu prendre des risques et des risques maîtrisés. Et en plus de ça, maintenant, tu investis sur des projets vraiment early comme ça, des projets qui sentent super bons par rapport au futur. Donc, félicitations à toi. Quel,
quelles solutions actuellement innovantes vous proposez justement dans la gestion des données numériques avec Capsule Core Labs? Parce qu'on sait que parfois, l'objectif, c'est simplement de simplifier le développement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses derrière et est-ce que c'est basé aussi sur des tokens? Donc en fait, nous, ce qu'on vient vraiment proposer de différenciant, c'est la possibilité donc d'exploiter ce qu'on appelle donc les Trusted Executive Environment, donc qui sont des Ok, petits boîtiers dans lesquels on peut venir stocker du code qui vient runner automatiquement et donc qui propose d'un point de vue cybersécurité des niveaux plus importants, puisqu'en fait une des failles de cybersécurité entre guillemets classique, c'est essayer d'aller pénétrer le hardware, d'aller un petit peu trafiquer pour pouvoir lancer des faux signaux ou pénétrer la machine. Donc l'idée des Trusted Executive Environment, c'est d'être plus hermétique à ce type d'attaque hardware. Donc déjà, il y a cette première protection. Et en plus, nous, on vient stocker l'information sur des titres décentralisés. Donc on vient apporter aussi donc toujours cette manière de faire dans l'information, de se dire, si chaque bout de la clé est stocké sur un TI différent, il faudrait hacker 8 TI simultanément pour pouvoir avoir accès à la clé de chiffrement, déchiffrement. Alors déjà que c'est dur parce que c'est fermé hermétiquement, mais en plus il faut le faire 8 fois de manière décentralisée. On se rend compte que c'est euh, impossible. alors, c'est jamais impossible en cyber, c'est toujours ce qu'on dit, hein, mais c'est très compliqué. Tu vois, c'est comme dire, c'est jamais impossible de ne pas s'évader de prison, mais il y a des prisons dans lesquelles on s'évade plus facilement que d'autres. C'est un peu la même chose. Nous, Ouais, on je dit, comprends. on serait un peu le Alcatraz de la data, et de la protection de la data chez Terre Noire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment cette possibilité d'aller chiffrer une donnée de manière la plus sécurisée possible. Super Clément, bon, en tout cas, vraiment félicitations pour ça. C'est assez impressionnant de voir vraiment tout ce que vous faites, l'accompagnement, le développement, etc. Moi, j'ai une question un petit peu liée à, justement au soutien. Sur la phase d'idéalisation des projets pour le Idéa- lancement des idéation. idéation, merci de me reprendre. Pour justement, On peut idéaliser l'idéation, hein, après. et ben voilà, ben comme ça on sera encore plus précis. Ben justement, pour la phase d'idéation, donc du lancement du projet pour les applications décentralisées, ça se passe comment avec ton entreprise? Donc nous, ce que je disais, c'est en fait, on adopte une démarche qui est liée un petit peu au conseil en stratégie, où on va essayer en fait de décomposer la chaîne de valeur d'une entreprise. Donc essayer Ok, de comprendre quels sont leurs objectifs, comment ils fonctionnent, à qui ils s'adressent d'un point de vue client, est-ce qu'ils ont des problématiques spécifiques, par exemple, en gagner en efficacité opérationnelle, aller conquérir, aller s'adresser à des nouveaux types de clients, par exemple. Je cherche à aller m'adresser pour ma vente de produits spécifiquement à la tranche d'âge 16-20 ans parce que j'ai du mal à les capter parce que moi je fais de la vente physique et en fait eux aujourd'hui ils ont une consommation digitale essentiellement sur TikTok. Donc comment je ouais. fais pour y aller? Donc tu vois, c'est ce type de questions et c'est le type de problématique que peuvent se poser certaines grandes entreprises. Donc nous on essaye voilà, de décomposer, de comprendre leurs problématiques. Donc Mhm. on repart toujours de leurs besoins et leurs problématiques pour ensuite apporter notre expertise sur le Web3, les cas d'usage qui pourraient éventuellement être des bonnes idées pour répondre et pour lancer des nouveaux produits. Donc là, par exemple, on a eu pas mal de réflexions avec donc la Fiat Topolino, donc une nouvelle voiture qui serait Mhm. lancée par le groupe Stellantis, la marque Fiat, sur créer une application avec du gaming, des choses qui viennent accompagner du service additionnel avec la voiture. Bon, malheureusement, le projet n'a pas été retenu par les équipes marketing de Fiat, puisqu'on est en concurrence avec Dommage. plein d'autres projets. Et Ok. c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que même les directions marketing, etc., quand tu vas leur proposer des projets qui incluent du Web3, c'est plutôt quelque chose qui va entraîner chez eux des réactions négatives que plutôt positives. Ah, Parce c'est que fou, hein. mais parce que c'est pas si fou que ça, c'est plutôt logique, hein. Comme je te disais tout à l'heure, ça fait quand même un moment qu'il y a eu pas mal de projets d'époque qui sont lancés, etc. Il n'y a jamais eu de cas d'usage qui aurait été développé par une marque qui soit game changer à l'échelle du groupe, quoi. Du Quelque chose de public, ouais. vraiment révolutionnaire, tu vois. Mhm.
Quand on parle de révolution, par exemple Internet, bah oui, forcément, le jour où la Fnac a lancé son site de e-commerce, ah oui, ça a été révolutionnaire parce qu'ils ont eu du jour au lendemain un nouveau canal de distribution et de vente qui, au fil des mois et des années, ne cessait d'augmenter en termes de pourcentage du chiffre d'affaires géré globalement par la boîte. Le problème, c'est que quand, tu vois, je prends souvent l'exemple de Lacoste. Donc Lacoste, c'est considéré par la plupart des experts du marché comme le cas d'usage Web3 qui montre qu'il y a de la valeur pour les boîtes. Donc, ok. Mais on va regarder les chiffres maintenant. Allez. Il n'y a pas de changement. Le bout du monde de ce projet, c'est 1 million de chiffre d'affaires en mieux en vente de NFT pour Lacoste. Donc on se dit, putain, c'est pas mal, 1 million et tout. Tu regardes la top line consolidée de Lacoste, c'est 700 millions. Ouais. Donc en fait, tu parles d'un truc qui est même Pas pas. 700e. C'est un 700e. Donc si tu veux, tu te mets à la place du CEO de Lacoste, tu te mets à la place de lui en COMEX, donc tu as le Head of Innovation qui dit j'ai lancé un super projet, regarde et tout, j'ai fait 1 million. Le mec, il réfléchit même pas. Il dit écoute, moi j'ai vendu 12 sandales, j'ai vendu 1 million de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de mon magasin à Saint-Tropez le jour de la braderie. De quoi tu me parles? Je ne demande pas à la vendeuse de me faire sa journée. Tu vois, ou alors 1 million de chiffre d'affaires, c'est la buvette des JO le jour de la victoire de Léon Marchand, tu vois. Donc dire, mais en fait, ça m'intéresse pas ton truc. Tu vois, si tu me parles d'un chiffre d'affaires généré de 70 millions d'euros, bon là je commence à regarder, mais bon, 1 million d'affaires sur 70, c'est trop petit, quoi. Et on parle du projet le plus réussi. On parle du projet le plus réussi dans l'histoire du Web3 français pour une grande marque. Bon, forcément, on se rend bien compte que qu'il y a encore un gap. Il y a encore un gap à franchir. Il y a encore des cas d'usage qui doivent être démontrés, quoi. Une valeur ajoutée qui doivent être forte. Ouais, non, mais totalement. Et justement, quand on parle de secteurs, donc là, on parlait des vêtements, quels sont justement les secteurs qui bénéficient le plus justement de cette adoption des tokens? Est-ce que c'est les vêtements? Est-ce que toi, tu vois d'autres secteurs? L'avenir appartient aux jeux vidéo dans la mesure où je pense Ouais. que nativement, la population qui joue aux jeux vidéo est une population qui a l'habitude de manipuler des actifs digitaux, de les acheter, etc. Donc on se dit spontanément, oui, les jeux vidéo, donc il y a quand même eu des initiatives qui ont été faites par Ubisoft, par exemple, de lancer une marketplace pour le jeu Ghost Recon avec la possibilité d'acheter des tokens, des actifs tokenisés sur blockchain. On voit quand même un écosystème de jeux vidéo français qui se construit autour, qui est quand même assez intéressant, avec des jeux comme Oxia Origin, qui est assez ambitieux, des jeux comme Mafia Foot par exemple. Et donc il y a quand même voilà. Mais malgré tout, en fait, tu dis ça, c'est le côté pile. Le côté face, tu te dis, je reprends l'exemple, qui joue réellement un jeu qui utilise du Web3, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu regardes les chiffres. Je vois des startups qui se gausent d'avoir 100 000 joueurs sur un mois. Mais si tu veux, bon, quand tu es gamer, quand tu t'intéresses un peu à l'industrie du jeu vidéo, 100 000 joueurs sur un mois, c'est que dalle. C'est-à-dire que c'est un studio indépendant qui fait un jeu claqué au sol en 2D avec un Worms, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, l'industrie du jeu vidéo, pour que ça soit un jeu vraiment qui pèse, tu vois, c'est plusieurs millions de joueurs quotidiens. Et on parle de jeux, et la France, il y a des centaines de studios de jeux vidéo indépendants qui créent des jeux que personne connaît, mais qui ont 30 000 ou 100 000 joueurs quotidiens. Et là où dans le Web3, on se gauze d'avoir 1000 joueurs connectés en même temps, alors qu'en fait, c'est que dalle, tu vois. Donc c'est bien, mais en même temps, on se rend compte que l'adoption, il n'y a pas non plus des gens. Rares sont les jeux vidéo, à part peut-être Axis Infinity, à un moment qui était très joué, mais rares sont les jeux vidéo Web3 qui ont atteint une taille critique, qui sont sur Steam, on en parle dans jeuxvideo.com, regarde, tac, c'est tel jeu, c'est trop bien, un article. On est encore trop loin. On est très très loin de tout ça encore. Et ce qui montre qu'il y a une marge de progression qui est énorme, ça c'est vraiment très intéressant. Mais la question c'est, est-ce que les joueurs le veulent? Est-ce que les joueurs, on voit aussi que quand les marques commencent à communiquer sur des actifs tokenisés, etc., il y a une partie des gens qui FUD, il y a une partie des influenceurs jeux vidéo classiques qui FUD aussi, qui disent que non, on ne veut pas financiariser nos jeux. Alors déjà que l'industrie du jeu vidéo au cours des 20 dernières années a eu tendance à créer des modèles économiques dans lesquels de plus en plus de joueurs se trouvent mal à l'aise. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que moi, quand je joue aux jeux vidéo,
À l'époque, j'achetais ma cassette 60 € et j'avais le jeu complet. Maintenant, on dit alors c'est free to play, donc tu payes pas. Par contre, chaque fois que tu veux utiliser une épée, c'est 2 €. Donc, C'est ça. tu te retrouves à payer en permanence dans le jeu. Tu te retrouves aussi à avoir des distorsions entre ceux qui payent et ceux qui payent pas. C'est-à-dire ceux qui payent, ils ont les meilleurs armements, ils sont mieux stuffés. Ceux qui payent pas, ils peuvent pas. Ou alors ils doivent jouer des centaines et des milliers d'heures pour aller farmer pendant des heures. Donc en fait, il y a plein de gamers vraiment passionnés des jeux vidéo qui en ont marre en fait d'avoir une financiarisation des jeux vidéo, je peux se comprendre, et qui refusent. Donc en fait, il y a quand même une force de résistance à ça. Est-ce c'est cette force de résistance qui va gagner ou pas? Mais en tout cas, il y a beaucoup de joueurs. Et nous, par exemple, on l'avait vu, on avait accompagné Virtual Regatta, donc qui voulaient développer aussi des NFT, qui ont dit, on a commencé à faire des tweets. Une partie de la commune a dit, attendez, vous faites des NFT, nous on n'en veut pas. Voilà, et Ouais. parfois c'est mal perçu, peut-être parce que c'est mal compris, mais en tout cas, ça fait pas toujours l'unanimité. Je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quand même pas mal de gens, alors est-ce que c'est que dans la communauté Web3 ou en dehors, mais qui commencent à s'intéresser, j'ai l'impression, à tout ce qui est play to earn parce qu'ils aimeraient bien, quand ils jouent, maintenant gagner un petit peu du vrai argent. Pour beaucoup de gens, actuellement, bah, tu joues, c'est de l'argent virtuel qui est difficilement consommable à l'extérieur. Et là, il y a de plus en plus de gens qui se disent, ah, le play to earn, c'est pas mal. Est-ce que c'est une sensation que tu ressens aussi? Mais bon, j'imagine qu'on en est encore loin d'une grosse adoption, mais c'est quand même une sensation que tu as aussi, le play to earn ou pas? Ouais, mais même maintenant, même les acteurs parlent même plus de play to earn, ils parlent de play and earn parce que voilà, ça retombe sur ce côté. Mais moi, c'est un passe-temps. J'ai pas envie d'être financiarisé. J'ai pas envie que ça soit lié à de Ouais, l'argent. Déjà qu'on vit dans une société où chaque geste est commercialisé. En fait, si on on prend un s'en peu de sort plus. recul, c'est le néolibéralisme, la logique capitaliste qui vient s'imprégner de chacun de nos instants de loisirs. Il faut en permanence mesurer, chronométrer, financiariser, etc. Les relations amoureuses, maintenant, bon, les gens ils sont sur les applis de rencontre, on fait ça quasiment avec des bots de data. Mm. Les gens maintenant, ils vont courir, ils font du sport, ils sont mesurés, ils sont sur Strava, toujours en compétition. Donc en fait, Tout est il y a gamifié, des- ouais. voilà, en fait, cette imprégnation totale du néolibéralisme et du capitalisme dans nos vies, certaines personnes n'en veulent pas et certaines personnes en ont marre. Et j'ai l'impression que parfois le NFT, à tort ou à raison, en tout cas les tokens sur blockchain, sont assimilés de manière peut-être inconsciente à ce néolibéralisme omniprésent, ce turbo-capitalisme, avec cette accélération des transactions et de la financiarisation de tous les aspects de notre vie. Mm. Ah, ok. Ah, c'est une bonne vision, je l'avais jamais regardé comme ça, mais merci de nous partager ta vision, Clément. C'est Ah, assez. voilà, pour le coup, c'est très personnel, hein, c'est pas lié à Ouais, Capsule mais Club, mais justement, vraiment, mais non, non, c'est super smart parce que bah voilà, tu partages une vision que peu de gens ont, en tout cas que moi j'avais pas. Donc du coup, ça me permet aussi d'avoir du recul sur pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous parler bah, un petit peu de ton livre, ou même beaucoup de ton livre? En 2017, tu as créé un livre sur la blockchain. Donc à l'heure où on fait la vidéo, ça fait maintenant 7 ans. C'est énorme. Est-ce que tu peux bah, nous expliquer justement bah, quel est l'objectif du livre, qu'est-ce que les gens peuvent attendre, et puis bah, on va te laisser aussi nous dire le titre. Alors, donc le livre s'appelle Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur. Alors moi, à l'époque, je l'avais écrit en me disant, donc voilà, alors j'ai l'impression de parler comme si j'avais 78 ans. Donc je dis à l'époque, mais Comme c'était un vieux. 2017, mais c'est très lointain dans l'écosystème Web3, parce qu'à cette époque, il n'y avait aucune source pour trouver de l'information sur la blockchain. En fait, en gros, il y avait le white paper Bitcoin, peer-to-peer cash system, donc bon, ça se lit, mais c'est pas non plus. Donc on lit une fois, on lit 10 fois, 30 fois, bon, on commence un peu à comprendre, etc. Mais on n'a pas non plus toute la profondeur de la pensée Bitcoin en lisant le white paper du Bitcoin. Donc on avait le white paper du Bitcoin, quasiment aucun influenceur, Ouais. quasiment aucune presse, rien. Ou des articles universitaires, des formules de maths qui font 70 pages, et en fait on est vite perdu si on n'a pas un doctorat en maths, parce que même avec un master en maths, c'est compliqué. Donc je me dis, bon, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et moi, il y avait des choses, des questions, des choses que je comprenais pas. Et donc tu vois, on entendait beaucoup, tu vois, en tout cas en économie à l'époque, des phrases assez, ah mais la blockchain, c'est de la théorie des jeux.
Ok, très bien, une fois que tu as dit ça, mais qu'est-ce que tu as dit? Théorie des jeux, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quel est le lien entre la blockchain et la théorie des jeux? Par exemple. La blockchain, c'est une nouvelle infrastructure bancaire. Bon, ok, mais qu'est-ce que c'est une infrastructure bancaire? Comment ça fonctionne? Quelles sont leurs problématiques? Comment elles se sont construites? Enfin, tu vois, toutes ces questions, en fait, qui sont des questions assez profondes. On s'est dit, on va essayer de reprendre vraiment ce que c'est la blockchain et de l'expliquer le plus simplement au plus grand nombre pour qu'on puisse comprendre l'objet. Et donc, c'est ça, on va dire, la manière dont a été pensée l'écriture du livre. Donc, on a un premier chapitre, par exemple, sur l'histoire des monnaies. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, on dit, c'est une nouvelle monnaie, mais ce qu'il faut se rendre compte, ce dont il faut se rendre compte, c'est que les monnaies, en fait, ont évolué dans le temps, que ça n'a pas toujours été des billets, que ça n'a pas toujours été des pièces d'or, etc. Et donc, comprendre que finalement, les crypto-monnaies en tant que technologie s'inscrivent dans une histoire longue de l'évolution des monnaies, ça permet de prendre un peu de hauteur de vue, de se dire que c'est finalement assez normal dans l'histoire de l'humain d'avoir des supports monétaires qui évoluent en fonction des technologies à disposition par les humains. Ça permet un peu de cadrer dans un premier temps. Ensuite, on a coécrit le livre à plusieurs et donc notamment fait appel au service d'un philosophe, Thibaut Grèce, qui est professeur de philosophie à la Sorbonne. Donc lui qui nous a aidé dans le livre à nous questionner sur la question de la liberté. On entend beaucoup, c'est la liberté, etc. Mais bon, tu vois, libertarisme, etc. Tout ça sont des concepts philosophiques assez forts. Et qu'est-ce que ça veut dire trouver une liberté en étant propriétaire d'un actif? Qu'est-ce que c'est la propriété d'un point de vue philosophique? Qu'est-ce que c'est être propriétaire? Et en fait, on se rend compte qu'il y a toute une pensée philosophique qui a pensé la propriété privée avec les John Locke, etc. Donc, c'est ça aussi qu'on essaye de mettre en perspective. Donc, comment finalement la notion de propriété dans une théorie et dans un cadre de pensée libérale s'inscrit en fait dans des écrits des philosophes qui existent depuis plusieurs siècles. Ensuite, il y a un chapitre un peu, on va dire, économique où, comme j'expliquais, on essayait d'expliquer d'un point de vue macroéconomique ce que ça veut dire être une monnaie, quelles sont les masses en question, c'est quoi le calcul en fait de la valeur cible d'une monnaie. Donc il y a des formules qui existent en théorie économique. Et la point de vue microéconomique, donc c'est vraiment s'intéresser aux transactions, c'est de se dire pourquoi un mineur, comment s'applique la théorie des jeux en économie au niveau du mineur, par exemple. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut le modéliser? Est-ce qu'on peut trouver des équations mathématiques qui permettent de voir si oui ou non il y a de la théorie des jeux dans la crypto, par exemple. Voilà. Donc c'est ce type de questions qu'on vient mettre dans le chapitre économique. Ensuite, il y a un chapitre un peu technique dans lequel on essaye d'expliquer, alors sans être non plus des ingénieurs software, ce que c'est un bloc, quelles sont les informations qui sont détenues dans le bloc, pourquoi en fait il y a de la sécurité à travers cette notion de décentralisation, comment la manière dont a été créée les infrastructures blockchain apportent plus de sécurité. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de vulgariser. Et après, il y a un dernier chapitre autour plutôt stratégie qui va être quels sont les cas d'usage concrets pour les entreprises, comment ça peut être intéressant. Voilà, donc on évoque un tout petit peu, je crois, les NFT, parce qu'on entendait vite fait parler, mais je comprenais même pas ce que ça était à l'époque. On parle des premiers NFT qui sortent, c'était les CryptoKitties. Bon, on me disait c'est génial, t'as un truc en 3D avec un contrat machin. Ok, moi je comprends rien. Pourquoi c'est génial? Tu vois, C'est le début. Hein. à l'époque, on disait même pas ça pourrait être utilisé dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que les gens disaient c'est génial, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Bon, ok, c'est génial, mais pourquoi c'est génial? Expliquez-moi. Mais personne peut être capable de le dire. C'est fou. Donc, voilà, donc c'est un peu tout ça qui est traité. Donc le côté intéressant, et ça a été une volonté forte de ma part d'écrire pendant que j'écrivais, c'est que ça reste toujours vrai ce que j'écris. C'est-à-dire qu'en fait, très rapidement, on peut dire des bananes. Et 3 ans après, le truc a tellement évolué que c'est faux ce qu'on dit, ou c'est plus du tout d'actualité. Donc voilà, j'ai tellement essayé de repartir sur des concepts en fait toujours vrais, comme c'est quoi de la décentralisation, c'est quoi une économie, etc. Ouais, sur les Tout ce bases. qu'on dit, il n'a pas vieilli en fait le livre. On peut encore le lire et se dire ok, c'est une bonne porte d'entrée pour pouvoir avoir des bases pour comprendre. Et comme j'ai dit, ça a tellement évolué que ça ne sera pas suffisant, parce qu'aujourd'hui il y a la DeFi, il y a ceci, il y a cela, etc. Machin. Mais c'est largement suffisant pour pouvoir se faire une idée de quoi on parle, déjà d'être une porte d'entrée, voilà, une initiation à cette matière qui est la blockchain au sens large.
Génial. Et, où on peut trouver ton livre? Quel est le meilleur moyen pour Euh, pouvoir l'acheter? je pense qu'on peut le trouver sur Internet, hein, de manière assez classique, Amazon, etc. Et il est Oh, aussi en cool. librairie. Il a été édité par Erol, donc dans les librairies Erol, on peut le trouver a Génial. priori. Ok, trop cool. Bah voilà, merci pour ça. Puis on mettra le lien en description pour les personnes qui veulent acheter le livre afin d'avoir encore plus d'informations sur ce super livre de Clément qui est Blockchain vers de nouvelles chaînes de valeur. Repartons sur la partie un petit peu Terre-Noire, Clément, si tu le veux. Est-ce qu'on peut évoquer ensemble quels sont les principaux cas d'usage que vous avez travaillé avec Terre-Noire? Donc, tu nous en as déjà donné une partie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment ces applications vont justement apporter de la valeur aux utilisateurs? Donc nous, le principal cas d'usage, c'est celui qui est développé par l'application Time Guardian, on pourra en parler par la suite, qui est Ouais, de résoudre la problématique du stockage et transfert des actifs numériques. Ah, tu t'es encore déconnecté? je suis là, je suis là, je suis là. Ah, ok. Pourquoi? Parce que en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que finalement, on vit quand même de plus en plus de temps dans cet espace numérique, un peu conceptuel. Donc aujourd'hui, là, on se parle, on est dans un espace numérique. Les auditeurs vont nous écouter dans un espace numérique. Et, et en fait, une grande partie de notre vie, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le divertissement, que ce soit pour les échanges de sentiments ou des choses comme ça, sont digitalisés. Les photos sont digitalisées. Donc, au fur et à mesure que nos vies sont digitalisées, on se rend compte que cet espace digital vient charrier finalement une partie de notre vie, notre personnalité, des traces qu'on va laisser dans notre Mmh. existence. Et une fois qu'on parle des traces de l'existence, se pose la question du legs de ces traces de l'existence. Comment on fait pour que toutes les traces que j'ai laissées, en tout cas une certaine partie de ces traces-là, puissent être léguées à mes enfants, puisque ce sont les traces qui constituent une partie de notre personnalité, une partie des généalogies des familles, etc., à travers par exemple une montre, un objet, quelque chose qu'on va donner, qui va être un rappel de ce qu'on a été, etc. Et dans un monde qui est digital, en fait, se pose la question de comment je fais pour prendre ces traces et pour les léguer de manière sécurisée à mes enfants, ma femme, si un malheur m'arrive. Et on sait qu'en plus, c'est d'autant plus une question qu'aujourd'hui, tout est verrouillé par des mots de passe, etc. Donc, si demain, un malheur arrive, bah, comment ma femme fait pour récupérer un mot de passe si je ne lui ai pas donné? C'est impossible, en fait. C'est impossible. On peut pas. C'est très compliqué. Et donc là, je parle que des actifs qui n'ont pas de valeur financière, des photos, mais en plus, avec le développement des cryptoactifs, on se rend compte il y a aussi de la valeur de patrimoniale. Donc, si j'ai 150 bitcoins sur un wallet et que j'ai pas donné le code mémotechnique pour pouvoir les retrouver à ma femme, bon, bah, c'est quand même con si je meurs et que personne peut en profiter d'avoir tout ce capital pour pouvoir partir en vacances, quoi. Donc, c'est de se dire, donc nous, Terre Noire, c'est comment résoudre cette problématique du stockage de manière sécurisée propriétaire et du transfert du patrimoine digital financier et non financier. Donc voilà, c'est en fait ça le principal cas d'usage et qui est développé aujourd'hui par l'application Time Guardian. Waouh, ok, super smart. C'est vraiment quelque chose de très je voudrais pas utiliser le mot révolutionnaire, mais c'est pas loin d'être ça parce que c'est vraiment quand même quelque chose qui se fait pas actuellement et sur lequel il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui justement savent pas comment transmettre. Exactement. Et Alors, c'est ça. Alors après aussi, bon, la difficulté, c'est que les gens, ils n'ont pas toujours conscience de ça. C'est ça aussi hein, en termes de ouais, comment c'est on vrai. crée le besoin, comment on fait en sorte que les gens veuillent stocker. C'est-à-dire, oui, il faut que j'anticipe. Donc, voilà, il y a quand même un moment donné où les gens n'ont pas forcément conscience de ce côté un peu périssable des choses numériques. Ouais, totalement. Et comment on met en place ou comment les utilisateurs peuvent personnaliser justement les conditions de transfert de ces capsules numériques ou temporelles? En fait, on peut faire. Donc après, derrière, c'est de lui, mais peut choisir d'envoyer la capsule dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, après ma mort. On peut l'envoyer si et seulement Waouh! si. On peut faire du multisig, par exemple, je l'envoie, et si
à 5 personnes. Et il faut que 4 des 5 personnes signent la transaction pour pouvoir recevoir l'information. Donc en fait, on peut imaginer un petit peu toutes les combinaisons d'envoi possibles. Donc ça, c'est des choses qui sont développées de manière continue et incrémentale au niveau de l'application Time Guardian. Donc c'est ça aussi qui va être intéressant. Wow, super smart. Et ça fait combien de temps qu'elle a été développée cette Ça fait un peu plus d'un an qu'elle est en développement. Elle est aujourd'hui disponible sur les stores. Mais en fait, ce qui a pris du temps, c'est qu'il fallait d'abord développer la blockchain Terre Noire pour pouvoir avoir donc, ce fonctionnement de Trusted Executive Environment que j'expliquais précédemment, qui permet de stocker des clés de chiffrement de manière décentralisée, donc d'aller s'assurer que la donnée qui est stockée l'est de manière la plus sécurisée possible, pour ensuite pouvoir développer les applicatifs qu'il y a autour. Ok, waouh, super smart. C'est vraiment super smart. Félicitations. Et il y a combien de personnes dans cette entreprise, enfin au board ou en profondeur? Au cofondateur, on est 4. Il y a Martin, Wow, Mika et Amira qui porte le projet. Il faut savoir que la CEO est basée à Abu Dhabi, parce qu'on essaie de se positionner comme un projet nativement international. trop bien. Ouais, bah, super intelligent. Au niveau de la transition actuelle qu'il y a entre la finance traditionnelle et la finance vers la blockchain, qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les défis qui sont actuellement à relever? Et puis, qu'est-ce que toi tu vois ou comment tu penses les acteurs comme par exemple des BlackRock qui arrivent dans notre écosystème? Est-ce que tu le vois d'un bon œil ou est-ce que tu penses que c'est un danger? Alors, plusieurs choses. En fait, il faut distinguer deux choses qui sont fondamentales dans l'écosystème. Il y a ne pas confondre investir dans un token et utiliser le token. Donc, ce qui se passe, c'est que BlackRock, ils investissent dans du Bitcoin. Est-ce que ça veut dire que pour autant ils développent des cas d'usage Bitcoin? Non. C'est juste dire Non, pas qu'ils du tout. achètent, ils détiennent. Donc, moi, j'ai envie de dire que le fait que BlackRock permette aux retraités américains et de pouvoir s'adresser aux fonds de pension, d'investir une partie de leur épargne sur du Bitcoin, je trouve que c'est une excellente chose, d'une part parce que d'un point de vue de la théorie financière, l'optimisation du portefeuille, il faut que n'importe qui investisse dans Bitcoin parce que ça Totalement. présente l'avantage d'être un actif avec une volatilité plus importante, mais des gains de potentiel. Donc voilà, dans une théorie de diversification du portefeuille, il faut investir dans le Bitcoin. En plus, l'avantage, c'est que ça permet d'injecter des volumes et des liquidités très importantes dans le Bitcoin, et on a pu voir que ça a expliqué largement l'appréciation du prix de ce dernier. Donc Ouais. ça, c'est une bonne chose. Et après, la DeFi, pour reprendre ta question, aujourd'hui, on est vraiment, selon moi, sur un écosystème clos qui se parle à lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les gens qui utilisent le Web3, qui ont plein de cryptos, qui vont s'amuser à faire du swap, du machin, du lean, etc. Mais en fait, c'est un peu consanguin, cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui se prennent de l'argent. J'ai un NFT à la con, je vais le prêter à quelqu'un, il va faire un effet de levier dessus pour acheter un autre truc à la con, etc. Donc en fait, c'est très circulaire. Et finalement, ça reste que entre gens qui comprennent ça, qui sont des initiés. Et finalement, ça crée assez peu de valeur autour. Pour autant, la DeFi est quand même, selon moi, le cas d'usage. On parlait de gaming, etc. Bon, pourquoi pas, mais à terme, ce que je vois avec le plus de potentiel de valeur d'un point de vue impact sur des cas d'usage à grande échelle de retail, ça reste quand même la DeFi, puisque voilà, avoir accès à des lignes de crédit de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficiente et de manière internationale, c'est quand même quelque chose qui est conceptuellement très intéressant. Se dire que voilà, demain je veux lancer une boulangerie, je peux aller faire un emprunt obligataire auprès de plusieurs personnes en vendant mon projet directement sans passer par la banque, c'est quand même quelque chose de très fort. Réciproquement, te dire que toi, en tant qu'investisseur qui a des liquidités à placer, pouvoir investir directement sur de l'OAT américain 10 ans, ça c'est incroyable parce que on peut pas aujourd'hui, en fait, on n'a pas accès à des rendements. On te dit, ok, même l'OAT français à 10 ans, il est à 5%. Moi, j'aimerais bien avoir 5% de rendement sur mon livret A, mais on me le propose pas. Je me fais rect avec un truc à 2%.
Pourquoi en fait moi en tant que particulier j'ai pas accès aux bons invests, parce que c'est toujours les mêmes qui se gavent à la fin. Et là, se dire que grâce à la DeFi, on va pouvoir désintermédier et avoir accès à certains types d'investissements plus facilement, c'est hyper intéressant. Alors le risque que je vois à tout ça, c'est te retrouver avec c'est qu'on peut du coup avoir une titrisation, une facilitation, une facilité d'avoir accès à du capital et de l'investissement beaucoup plus facilement. Mais on peut Ouais. se retrouver aussi à investir, enfin une grand-mère qui a Alzheimer qui se retrouve à investir sur des produits titrisés, tokenisés. Je suis pas sûr que ce soit très bien. Et on peut se retrouver aussi à avoir des gens qui investissent sur des choses dont ils ne maîtrisent pas forcément le Pas du risque, tout. Mm. avec des documentations de 100 pages. Enfin, on connaît l'histoire, hein, c'est 2008. Hein, bon, sauf que là, ça serait encore avec une notion de vélocité du capital qui serait 1000 fois plus importante parce qu'en fait, il n'y aurait plus d'intermédiaire. En 3 clics, on peut faire l'investissement sur un produit dérivé qui est corrélé à l'évolution du prix de l'immobilier au Texas, quoi. Et ces projets Effectivement. existent déjà, hein, c'est incroyable. Hein. Ok. C'est très intéressant et à la fois passionnant de t'écouter parler, Clément, parce que tu as énormément, énormément de connaissances et on sent bah, voilà, que tu as travaillé depuis déjà des années et des années dans cet écosystème. Et on sait que pour les nouveaux, c'est difficile des fois de rentrer dans cet écosystème parce qu'il y a beaucoup de connaissances à prendre en considération et que bah, justement, il faut un peu plus d'éducation, etc. Quelle initiative, justement, Capsule Corp Labs, vous mettez en place pour promouvoir l'éducation, l'adoption dans la blockchain et les tokens? Nous, déjà, on a un groupe Telegram qui est toujours ouvert dans lequel on a des modérateurs, les gens peuvent poser des questions, comment Ça, utiliser un c'est génial. bridge, comment faire un swap, etc. Donc déjà, il y a ça. Et on a une grosse communauté, hein, puisqu'on on est monté jusqu'à 200 000 personnes. Donc voilà, on a essayé de communiquer au maximum, de toujours répondre à toutes les questions, d'organiser un maximum d'amas dans lequel on pouvait s'adresser en direct à la communauté. Donc voilà, on a toujours essayé d'avoir on va dire cette proximité avec les personnes. Moi, j'avais pu également intervenir dans le cours à l'IRA sur la blockchain. Donc Ouais, voilà. c'est bien. Donc voilà, donc on a des programmes de Grant aussi, on a tout un tas de choses qui permettent de s'adresser au plus grand nombre. Ok, ok, bah super, super intelligent parce que c'est vrai que des fois, les gens ils ont l'impression d'être un petit peu abandonnés quand ils rentrent dans un projet. Par exemple, le canal Telegram, c'est vraiment super smart et ça permet aux gens vraiment de ne pas se sentir seuls, d'avoir des personnes qui répondent en permanence aux questions. Donc c'est génial. Quels sont, comment les technologies actuellement décentralisées peuvent continuer à aider et à transformer les entreprises, on va dire, actuelles du Web 2 et surtout comment elles peuvent transformer leur business model? Alors, je sais que ça dépend des secteurs, que c'est une question Ouais, assez vaste. c'est que ça dépend beaucoup des secteurs en fait. Tu vois, tu dis bon bah dans les services financiers, on a déjà répondu avec la DeFi. Il y a des Totalement. initiatives comme Forge par exemple, donc la branche Web3 de la Société Générale, Ouais. qui a pu lancer donc la tokenisation de bons du trésor sur Ether. Donc c'est ce qu'on disait, tu vois, donc permettre d'avoir accès à une infrastructure qui permet d'échanger de la valeur beaucoup plus facilement. Donc sur la partie services financiers, sur la partie gaming, donc entertainment, des acteurs comme Ubisoft, Blizzard, Activision peuvent s'intéresser. Il y a des rumeurs qui disent que par exemple sur le prochain GTA, il y aura un token Ouais, ou on pourra avoir des choses. Donc ça c'est c'est que des cool. rumeurs. J'ai jamais entendu de confirmation réelle, mais voilà, bon, c'est des choses aussi qui, euh, Qui arrive gentiment pour qui arrivent justement gentiment. améliorer les. Dans le sport aussi, on a vu des initiatives avec la volonté pour des clubs de foot de tokeniser certaines choses, de donner des avantages, faire des cartes de fidélité. Ah, Donc de totalement. manière générale, dans le retail, il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites dans les loyalty programmes ou des choses comme ça. Mais il y a eu quand même beaucoup d'initiatives et il y a eu assez peu de choses enfin, dans les parties loyalty programmes qui ont vraiment atteint quelque chose de très critique, quoi. Pour les Mais voilà, personnes qui. ouais, dis-moi. Pardon, je pensais que tu avais terminé. Je disais juste, pour les personnes qui justement se lancent, qui trouvent qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, donc qui ont besoin de s'éduquer, etc., qui sont potentiellement des entreprises et qui veulent faire évoluer leur modèle d'affaires, quelles compétences et connaissances c'est nécessaire pour eux d'avoir pour avancer dans cet écosystème? Je dirais il Faut être curieux déjà. faut être curieux, mais il faut essayer de comprendre dans son écosystème, dans son secteur d'activité, ce qui a été fait, avoir une culture générale des différentes initiatives, de ce que ça a plu, regarder
regarder les succès commerciaux, s'inspirer de ça, c'est déjà un bon début. Et après, j'ai envie de dire de bien s'entourer, donc de travailler avec des agences, des cabinets comme Capsule Corp Labs qui peuvent apporter une expertise. C'est toujours bien de pouvoir avoir accès à des gens qui travaillent là-dedans depuis plusieurs années et qui ont pu vraiment Tellement. développer une expertise forte dans le secteur, quoi. Ah, tellement. Et justement, comment on peut te contacter? Si on veut travailler avec ton cabinet, quel est le meilleur moyen de te contacter ou de contacter ton cabinet? Sur LinkedIn, hein. LinkedIn? OK. Bon, bah, pour tout le monde, vous pouvez trouver, pour les personnes qui LinkedIn, regardent le format c'est Clément Techie, c'est mon nom, très simple. tout simplement, bah, pour les personnes qui voient qui regardent le format vidéo, on vous l'a mis en grand et pour les personnes qui sont sur, les différents canaux que nous avons sur la partie podcast, il y a le lien du LinkedIn de Clément en description dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à aller regarder. On sait qu'il y a quelque chose qui a beaucoup influencé, l'adoption de la blockchain, c'est la pandémie. Comment toi tu l'as ressenti? Comment tu l'as vu? Et justement, comment cette pandémie a influencé un petit peu l'écosystème des tokens, de la blockchain, etc. Alors, encore une fois, hein, quand on parle d'adoption, on a tendance à confondre Oui, adoption et investissement. Il n'y a pas eu d'adoption ok. particulière avec le Covid dans la blockchain, hein. Il n'y a pas des gens qui sont mieux utilisés des applications avec du Web3 parce qu'il y a eu le Covid. En revanche, il y a eu plus de gens qui se sont intéressés aux tokens dans une logique d'investissement. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc, pourquoi il y a eu beaucoup plus de gens qui ont voulu investir dans les cryptos? J'ai envie de dire de manière assez simple, parce que les gens, Validation. ils avaient du temps libre et il fallait tuer le temps, donc ils traînaient un peu sur YouTube. Ils ont vu des YouTubeurs parler de ça. Ils se sont dit, bon, bah attends, je m'emmerde tellement, ça fait 30 fois que je regarde la même série, je vais peut-être essayer de faire quelque chose de nouveau. Deuxième chose, ils avaient des liquidités, parce que les gens, ils allaient plus au resto, ils allaient plus dans les bars, etc. Donc ils se retrouvaient avec un peu plus d'argent que d'habitude en compte. Et il dit, bah attendez, pourquoi pas l'investir, pourquoi pas faire des trucs où si j'ai 2000 balles, si je fais x10, j'en ai 20 000 et finalement en sortant du Covid, ça sera quand même un peu plus sympa. Et donc en fait, ça, et surtout, encore une fois, tout vient des États-Unis, mais pendant la période Covid, il y a eu Donald Trump qui avait lancé les chèques Trump. Donc, c'est-à-dire que concrètement, il donnait 2000 $ par chèque à chaque Américain pour pouvoir C'est vrai. pallier aux difficultés financières du truc. Donc, on se retrouve, on va dire que 70% des gens, ils en ont rien à foutre de 2000 $ parce que ça représente pas grand-chose pour eux. Ils se sont dit, bah, attendez, perdu pour perdu, autant les foutre dans la crypto. Parce que potentiellement, comme je disais, les 2000 peuvent faire 20 000 et bon là, ça commence à être intéressant. Je peux avoir une voiture ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est plutôt d'un côté l'excès de liquidité sur le marché, le fait que les taux étaient à 0%, donc on pouvait s'endetter n'importe comment, que la valeur des actifs de manière générale était assez importante, plus le temps libre qui fait que plein de gens se sont intéressés à la chose. OK, OK. Effectivement, ceci explique cela comme, comme dirait l'autre. Tu as un parcours qui est formidable, un parcours, une carrière qui est incroyable. Moi, je me pose une question, c'est quelles sont les principales leçons ou les leçons les plus importantes, positives comme négatives, que tu as appris durant, ces dernières années, notamment dans le secteur de la blockchain? Les choses les plus importantes, j'ai envie de dire que c'est deux concepts clés et complémentaires. Un qui est le travail. Ouais, Heu en fait, il faut travailler, il faut s'intéresser, il faut réfléchir, il faut s'accrocher, voilà, c'est pas des choses simples, c'est une matière, mais de manière générale, hein, quel que soit le métier, hein, enfin, il faut toujours, enfin, me semble-t-il, la valeur travail est une valeur, en tout cas, qui en France est pas forcément toujours valorisée. Mais voilà, le travailler un nombre important d'heures sur un sujet permet de devenir meilleur. C'est mathématique. super. Et on le voit de toute façon avec les JO, hein, voilà, un Léo Marchand, bon, c'est cool, on se dit: «C'est trop bien, il a nagé en 45 secondes», mais en fait derrière, il y a des dizaines de milliers Des d'heures années de d'entraînement, des années d'heures d'entraînement et en fait, qu'est-ce qui fait que tu en es là? Bah, c'est simple, j'ai travaillé, voilà, premièrement. Et c'est travailler, mais le corollaire est bonne, avec Léo Marchand, c'est la même chose. C'est travailler dans la continuité. C'est pas au bout de 2 mois qu'on devient bon. Moi, ça fait, comme tu l'as dit, quasiment 10 ans que je suis dans l'écosystème, et j'ai vraiment l'impression de pas beaucoup comprendre, de nombreuses choses, tu vois? Parce ah que ouais, c'est sur le temps long, que, en fait, un savoir se forme, une connaissance.
Et c'est ça sur lequel on voit les effets. Parce que c'est comme la muscu. Demain, tu vas à la salle, tu fais 2 heures, ah bah tiens, j'ai bien travaillé. C'est pas pour autant que le lendemain à la plage, tu auras ton six-pack. Tu vois. Ouais, c'est vrai que le comparatif avec le sport, c'est assez malin parce que c'est comme si on disait à quelqu'un qui s'entraîne un mois par an et après il arrête. Et bah, au bout d'un moment, effectivement, tu as l'impression que tu auras travaillé dur, mais de manière pas régulière. Et là, tu parlais avant de travailler dur, mais de manière surtout régulière. C'est là la régularité où elle prend vie. Et toi, 10 ans dans l'écosystème, si toi-même, il y a des sujets que de temps en temps, tu as encore un petit peu du mal, il faut se rendre compte que bah, c'est un écosystème qui est très, très dur. Et même les gens qui sont là depuis 10 ans, tu vas bientôt souffler tes bougies des 10 ans, et bah, il faut encore apprendre tous les jours, rester discipliné, intéressé, curieux pour continuer à apprendre. Bah, félicitations en tout cas pour ton parcours, encore une fois, Clément, il est vraiment formidable. On arrive gentiment à la fin du podcast. On aurait pu encore parler des heures, mais je sais que ton temps, il est précieux. Clément, j'ai une question, une dernière question pour toi. On la pose à tous nos invités. C'est même pas vraiment une question. On laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc, le mot de la fin, c'est tu peux prendre un sujet qu'on a traité sur lequel tu voulais apporter autre chose. Ça peut être un sujet qu'on n'a pas traité sur lequel tu veux nous donner une info. Peut-être un sujet qui est en train de sortir et que tu travailles dessus. Enfin, voilà, c'est comme tu veux. Ça peut être un mantra, un dicton. On te laisse le Non, mot de la fin. bah écoute, déjà, je veux dire, bah, merci pour votre écoute. Et ouais, bah, tu parlais de mantra. Moi, là, je pars du principe que l'effort est à la base de tout. Il faut faire des efforts, il faut se battre Ouais. physiquement, intellectuellement, dans un monde qui est de plus en plus compétitif. Il faut être fou pour croire que en fait, c'est en diminuant les heures de travail, en diminuant les efforts qu'on va devenir conquérant. Ouais. Non, parce que dans les autres continents, en Chine, aux États-Unis, eux, ils ne s'arrêtent pas. La science, le commerce sont des valeurs cardinales. Je trouve qu'en France et en Europe, on a parfois tendance à un peu se reposer sur nos lauriers. Et donc voilà, de se dire que non, c'est l'effort et le travail qui permettent de maîtriser des choses et rien d'autre. Ok, bah merci pour ce partage parce que voilà, ça fait toujours plaisir d'entendre les gros entrepreneurs, notamment du secteur Web3, nous partager un petit peu leur vision et ce qu'ils ont fait. Donc, bah, merci pour ce mantra. Puis, bah, surtout, encore une fois, bravo pour ton parcours. Merci pour ton temps. C'était vraiment, vraiment un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Bah, merci à vous, merci à toi, Jean. Super, super interview. Force à toi.